Bonjour à tous nos internautes présents pour ce deuxième débat thématique sur Assurance TV, le MAC des sujets liés à l'actualité de l'innovation et de la transformation dans le secteur de l'assurance. Nous sommes en direct et n'oubliez pas le live tweet #Assurance TV. La santé numérique entre dans nos vies de citoyens, d'usagers et de patients. La santé numérique, parfois intrusive, pourrait améliorer l'accès aux soins et la prise en charge, assister et prêter main forte aux professionnels de santé ou contribuer à optimiser les dépenses de santé, pourquoi pas faire des économies. En un mot, soigner notre système de santé, peut-être transformer ou réinventer des offres et des services du secteur de l'assurance. Pour en parler cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Hébert. Bonjour. Vous êtes directrice générale MGEN et directrice des services innovants du groupe Vive. Nous avons sur ce plateau Constance Viblé. Bonjour Constance. Vous êtes directrice communication corporate MACSF Assurance. Jean-François Tripodi, vous êtes directeur général de Carte Blanche Partenaire. Et enfin, Nathaniel Berne, vous êtes directeur technique et cofondateur de Medadom. C'est bien ça ? C'est bien ça. Merci à tous de nous rejoindre sur ce direct. D'abord, une première question générale pour dresser un petit peu le tableau de cette émission. Sous nos yeux, nous assistons à un certain nombre de phénomènes: vieillissement de la population, explosion des pathologies chroniques, désertification médicale. Nous sommes au début de la révolution de la relation patient-médecin. Est-ce que finalement, le numérique va radicalement transformer le parcours de santé des citoyens? Est-ce que vous pouvez nous donner, Isabelle, votre avis ? Alors, je pense que le numérique va changer tous les parcours. Le parcours sup, de l'éducation, du scolaire, les parcours pro, les parcours de retraite, les parcours de vie et les parcours de santé, ça c'est sûr. Qu'on soit dans un parcours de santé plutôt en bonne santé ou dans un parcours de santé où on est plutôt pas très en bonne santé. Moi, je pense que ça va le changer de 3 façons. D'abord, le numérique va permettre de réinventer des services plutôt à dimension traditionnelle qu'on offre tout au long du parcours. Il y avait la prévention avant le développement intensifié du numérique et la prévention aujourd'hui qui peut capitaliser, aller plus vite, se diversifier grâce à la digitalisation. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà, qu'on peut faire différemment, mieux, plus fort, plus vite, etc. Ensuite, il y a des services qu'on n'aurait pas pu faire sans le support du numérique. Et donc ça, c'est par exemple la téléconsultation pour prendre et tout ce qui est autour de la télémédecine. Donc utiliser le numérique au service d'un autre type d'accès à la santé, peut-être plus que d'accès aux soins, mais d'accès à la santé. Ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point sur lequel nous on travaille beaucoup dans le cadre du groupe Vive, c'est que le numérique permet de faire du lien entre des choses qui existaient vraiment. Parce que finalement, proposer plein de services le long d'un parcours, s'ils ne sont pas interconnectés dans une plateforme interopérable qui permet de le mettre à disposition de tous, c'est moins utile. Donc je pense que le numérique c'est très utile service par service, mais peut-être encore plus c'est très utile pour faire du lien entre les services tout au long d'un parcours. Jean-François Tripodi, vous représentez une plateforme santé importante en France. Vous avez un peu plus de 7 millions, c'est ça, de bénéficiaires. Est-ce qu'effectivement ce tsunami numérique va transformer le parcours de santé ? Oui, nous en sommes persuadés. En prenant d'abord le constat actuel que nous ne sommes qu'au début, qu'aux prémices. Ça fait des années qu'on parle de l'IA, mais aujourd'hui, depuis, on va dire, quelques mois, je ne dirais pas quelques années, depuis quelques mois, depuis on voit 2018, de la réalité. On est à l'an zéro de la santé numérique. On commence vraiment à avoir des services qui ont du sens, où on voit que l'IA apporte vraiment quelque chose de nouveau. Je pense aussi qu'il faut être très prudent quand on apporte des services numériques, c'est respecter la confiance que nous devons à nos utilisateurs. Alors nos bénéficiaires, nos adhérents, nos assurés, on l'appellera comme on veut. Dans tous les cas, c'est un gros risque auquel il faut beaucoup travailler. Ne pas avoir le risque que justement, ces bénéficiaires, étant coupés d'une relation humaine, perdent cette confiance et qu'ils réalisent bien que l'IA et la technologie et le digital ne sont là que pour leur apporter du service, un meilleur bien-être, mais surtout pas de la contrainte ou de l'intrusion dans leur vie personnelle. Et la difficulté, c'est que tout en respectant cela, il faut leur apporter un service personnalisé. Et l'IA le permet.
Effectivement, avant l'IA, tout simplement, il fallait apporter un service plus généraliste et tout le monde avait quasiment le même, très peu adapté. L'intelligence artificielle permet justement, en temps réel, d'adapter tout service à un moment donné, au bon moment, à la bonne personne. Donc nous, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous mettons en œuvre, pour que justement l'exhaustivité de nos services soit complètement adaptée au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Je voudrais juste terminer là-dessus, sur le rôle de l'humain. Nous ne pensons pas que le 100% digital marche. Digital doit permettre justement de mieux cibler le besoin pour arriver, en règle générale, à un service humain. Un exemple, si on a un outil dont on parlera peut-être tout à l'heure, vous l'avez cité, le chatbot, c'est pourquoi en bout de course, on accède à des services, et souvent ces services sont gérés par des humains et pas par des machines. Alors, Nathaniel, on reviendra sur, vous êtes créateur d'une start-up sur le secteur de la santé. D'un point de vue général, est-ce que vous pensez que cette santé numérique, elle va radicalement transformer le parcours de santé des citoyens? Vous avez cette conviction également? Oui, absolument. Donc, je vous entends parler de réinventer des services qui existent déjà, les digitaliser en quelque sorte. J'entends parler de relations humaines. Il faut garder cette relation humaine entre le patient et le médecin. Chez Medadam, c'est exactement ce qu'on apporte, c'est-à-dire que c'est un service digital qui vous permet de rentrer en relation avec un médecin dans le cadre d'une visite à domicile. Donc on a à la fois la digitalisation de la mise en relation, mais le médecin qui se déplace à votre domicile, et c'est un service qui est important à l'heure où effectivement il y a des services de télémédecine qui se mettent en place, et dans ce cadre-là, il peut y avoir besoin, on le sait, que l'examen clinique c'est la pierre angulaire du diagnostic, d'un médecin qui se déplace à votre domicile. Et dans ce cadre-là, le médecin qui se déplace permet de garder cette relation de confiance entre le patient et le médecin, de surtout pas la perdre, tout en digitalisant au maximum le parcours du patient. Alors Jean-François Tripodi, vous disiez tout à l'heure qu'on était d'une certaine façon à l'an zéro de la transformation de la santé numérique. Moi, je voudrais revenir sur le rôle de l'innovation dans cette dimension pour aborder cette santé numérique. Constance, la fondation MACSF a été mécène d'un hackathon qui s'est déroulé, je crois, il y a 15 jours à peu près. Début juin, oui. Début juin, voilà. Et qui réunissait donc des entrepreneurs, des professionnels de santé, des chercheurs, des UX designers, des développeurs, des data scientists, des intrapreneurs de grands groupes et bien sûr des sociétaires. Alors, à la lueur de ce hackathon qui durait pendant 3 jours, c'est ça? 2 jours? 50 heures. 50 heures, ouais, un peu plus de... On compte en heures quand on est dans le hackathon. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les enjeux de ce hackathon et puis aussi nous faire part de quelques enseignements en mode off que vous pouvez nous donner sur ces journées? Alors d'abord, pour bien comprendre, il faut savoir d'où on parle. Nous, MACSF, on assure les professionnels de santé, exclusivement les professionnels de santé. Donc ça serait intéressant de voir justement comment est-ce qu'eux voient cette transformation numérique, comment les patients le voient et comment ce qu'on leur a posé la question, je pourrais vous dire tout à l'heure, j'ai quelques chiffres. Alors c'est simple. Enfin, aujourd'hui, on a d'abord les médecins, 76% des médecins qui se sentent légitimes à participer à la construction de la e-santé. Donc déjà c'est important et c'est pour ça qu'on a fait le hackathon. Voilà. Vous parlez des généralistes ou tout médecin, toute spécialité confondue. Et on a aussi un médecin sur 3 qui pense que le patient n'est pas prêt. Donc c'est intéressant de voir que les médecins, les professionnels de santé en général, parce qu'on a interrogé les infirmières aussi, se sentent prêts, se sentent même assez positifs sur cette e-santé, la médecine du futur un peu, mais qu'en revanche, ils pensent que les patients ne le sont pas. Donc on n'a pas interrogé les patients, peut-être MGN le fera. En tout cas, voilà. Mais ils souhaitent quand même, très globalement, ils ont quand même ce souci de la relation humaine, etc. Ils ont en revanche une maturité intéressante, surtout au niveau des infirmières, c'est-à-dire qu'elles, pour rebondir sur ce que vous disiez, les 66% des infirmières interrogées pensent que la robotisation va leur permettre une meilleure qualité de relation, puisque tous les actes sans aucune valeur ajoutée de relation seront traités par des robots. Et donc, je pense que c'est une certaine maturité, justement, dont elles font preuve là, puisque, en général, au début, on dit oui, les machines, la relation humaine, puis après, quand on comprend que les machines vont nous débarrasser des actes qui n'ont pas tellement d'intérêt, on se rend compte qu'il y a plus d'espace pour la relation humaine.
Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant quand on leur a posé la question. Phénomène de repli en fait ou de peur associé au tsunami. Une crainte quand même. On peut pas dire que pour eux c'est rien du tout. Ils sont préoccupés, mais confiants. D'accord. Voilà. C'est une espèce de... Alors, parlez-nous de ce hackathon maintenant. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce hackathon ? Alors d'abord parce qu'on a bien vu qu'il y avait cette vraie légitimité affirmée et assumée de la part des professionnels de santé de participer à la e-santé. Et puis, on a aussi des professionnels de santé qui ont vraiment cette fibre d'entrepreneurs, qui ont envie de faire et qui ont souvent pas tellement le temps. Je pense surtout aux libéraux qui sont... D'où l'idée des 50 heures. Voilà. Donc on s'est dit, on va leur proposer avec une méthode, la méthode de Startup Inside, qui est une méthode validée pour créer des startups. Alors, il y avait une méthode, l'idée c'était d'avoir une méthode, une idée. Voilà, je suis professionnelle de santé et j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire quelque chose, et surtout des équipes pluridisciplinaires, et c'est ça le secret, c'est qu'il faut mixer des gens qui vont être du domaine de l'IA, des gens qui vont être des business, des gens très business, des gens qui vont être des pros de santé, etc. Donc on a proposé à nos sociétaires de participer. En 2 jours, on a eu 150 inscrits, et on en a sélectionné que 20. Pour participer, voilà, puisque en tout il y avait 60 personnes et 20 professionnels de santé, sociétaires, MACSF, qui ont participé à ce hackathon. Alors quelques résultats, vous pouvez nous donner un petit peu. Oui, alors d'abord on a eu un grand gagnant. Non, on a eu un grand gagnant. Donc ils ont pendant 50 heures, ils étaient alors le lieu est important parce qu'il faut un lieu propice à la créativité, etc. Voilà, donc on était dans un lieu qui allait très bien pour ça. Et donc on a eu un grand gagnant qui s'appelle Cortix et leur idée c'était de travailler à une solution pour gérer les interactions médicamenteuses entre tout le passif du patient et le médicament qui est prescrit à l'hôpital. Voilà, donc ça. Ils l'ont développé. Alors ils ont fait le prototype. Ils ont fait un prototype sur le site. Et donc là ils ont gagné. Donc ils vont bénéficier de tout l'accompagnement de Startup Inside, du réseau de Francis EA qui nous a soutenus aussi. Donc c'est vraiment un vrai plus qu'ils vont avoir. Puis j'ai un deuxième petit exemple. C'était c'est un anesthésiste, un médecin anesthésiste à Dijon qui s'appelle Mathieu, qui a déposé une idée et solidaire, parce qu'on peut faire de la e-santé aussi dans un univers solidaire. Donc lui, son idée, c'était comment est-ce qu'on peut aider les étudiants en médecine à Madagascar à avoir l'enseignement nécessaire pour devenir médecin, puisque c'est compliqué pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici. Donc il a lancé l'idée. Il y a un groupe qui s'est formé autour de cette idée. Alors, ils n'ont pas été gagnants du hackathon, mais il prend 6 mois de disponibilité pour développer son idée avec les gens de son équipe. Donc, c'est vraiment un cas très concret. Très concret. Oui, il se lance, quoi. On aura quelques cas concrets tout à l'heure pour effectivement évoquer ce tsunami numérique et cette santé numérique. Le hackathon, c'est une bonne chose, selon vous, Isabelle, pour développer des nouvelles idées ? Moi, je trouve que toutes ces techniques, les hackathons, le design thinking, les ateliers participatifs, c'est une sorte d'incroyable souffle et d'énergie positive qui arrive dans l'entreprise, presque de façon inespérée. Alors peut-être qu'on aurait pu le faire avec d'autres méthodes, mais de le faire comme ça, avec des post-it assis par terre, en mangeant des bonbons et en s'enfermant pendant 50 heures, ça fait juste une autre atmosphère. Et je trouve que c'est, au-delà évidemment du fond, de ce qui sort, qui est super créatif de ces structures-là, c'est l'évolution dans la culture d'entreprise, dans la relation entre les collaborateurs. Et chez nous, dans le monde de la mutualité, quand on fait des hackathons, on le fait aussi avec nos élus et nos militants. Et ça, c'est aussi encore plus riche. Au-delà d'hackathons avec nos collaborateurs ou avec nos sociétaires, on met aussi nos administrateurs. Et je pense que c'est particulièrement riche. D'accord. On va venir, si vous êtes d'accord, sur le rôle des startups. Nathaniel est parmi nous. Enfin, il était un ancien collaborateur du groupe AXA. On ne l'a pas choisi pour ça, mais il connaît bien l'assurance. Vous êtes resté combien de temps chez AXA ? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et vous venez de créer donc une start-up, Medadom. Tout le monde le sait, les start-up apportent massivement aussi, en plus des hackathons, des innovations technologiques et de services pour le secteur de l'assurance. Si j'ai bien compris Medadom, les principaux objectifs sont le désengorgement des urgences dans un premier temps et le problème majeur des déserts médicaux. C'est bien ça ?
Exactement. Est-ce que vous pouvez en 30 secondes, vous l'avez déjà un petit peu effleuré tout à l'heure, nous dire le positionnement de votre start-up par rapport effectivement à cette santé numérique? Bien sûr. Donc, en 2 mots, Medadom, ça, comme je le disais, met en relation des patients avec des professionnels de santé dans le cadre de visites à domicile. On s'est rendu compte que les urgences étaient engorgées par des personnes qui auraient pu être prises en charge par une simple visite à domicile. Donc les urgences sont engorgées alors que les patients souhaiteraient ou auraient souhaité une visite à domicile. Donc ces patients-là, ils n'ont pas d'autre choix. Pourquoi? Parce que les cabinets médicaux sont saturés, parce que les urgences sont, les services de soins à domicile sont sous l'eau. Donc finalement, ils se déplacent vers les urgences. Là, à l'heure actuelle, Medadom permet justement de digitaliser cette mise en relation avec un service avec des médecins à domicile. Vous vous connectez sur l'application, vous faites une demande, un pool de médecins partenaires reçoit la demande, donc le médecin le plus proche et le plus apte à prendre en charge la demande va la prendre en charge, va se rendre au domicile du patient, donc on reste dans la relation humaine que vous évoquez et va donc effectuer la consultation au domicile du patient. Et c'est une offre de soins complètement complémentaire et digitale à l'heure où justement tous les services sont débordés. Pour les assureurs, ce qu'on propose, c'est un service premium à leurs adhérents et à leurs assurés, d'une part. D'autre part, ça peut être un service post-consultation de télémédecine, lorsqu'il y a besoin d'un examen clinique approfondi. Et enfin, on travaille avec tout ce qui est société d'assistance qui aurait besoin de médecins qui se déplacent en assistance justement au domicile de patients étrangers résidant en France. D'accord. Medadom a démarré il y a combien de temps à peu près? Alors ça fait 1 an et demi, et on est opérationnel depuis l'été 2017. Voilà. D'accord. Et concrètement, ça fait quel volume de visites? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Alors on a une centaine de visites par jour. On est déployé donc sur toute la région parisienne, donc en Île-de-France, et on est en train de déployer tout ce qui est région PACA, donc le sud de la France. D'accord. Je crois que l'apport des startups, personne ne le conteste. Je crois que Jean-François, vous avez organisé l'année passée, me semble-t-il, au sein du congrès Réavi, un dispositif où il y avait des startups qui présentaient. C'était l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, nous avons fait une battle startup pour justement. Donc vous êtes au cœur aussi de la collaboration avec les startups. Les startups, oui, les startups. Dans tous les cas, les startups ou les processus innovants, effectivement, nous avons basculé nous aussi du mode classique en V fort connu, qu'est-ce qu'on veut, on fait un cahier des charges, des spécifications, on s'est développé, puis 6 mois après on refait tout parce qu'on s'est trompé. Donc on est passé sur le design thinking, et nous avons développé le chatbot sous ce mode-là, et nous avons fait un grand pas en avant avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on a fermé la société 3 jours, 1 jour par mois, pendant 3 mois, où l'ensemble des collaborateurs s'est placé dans un processus de création de nouveaux services, dont un qu'on va financer, parce qu'il y a eu un gagnant, donc je ne le dirai pas aujourd'hui, parce qu'ils ne le savent pas encore, celui qui a gagné. Oh mince. Mais par contre, quand le gagnant? Il le sera en septembre. En septembre, d'accord. En revanche, ce que nous avons acté, c'est que dorénavant, l'ensemble de nos nouveaux services seront conçus dans un mode design thinking. On arrête totalement... Avec les collaborateurs. Avec les collaborateurs et les clients. Et les clients. Et on va rajouter les clients à l'intérieur. Donc on a les élus d'un côté, les sociétaires, les collaborateurs, les clients, les startups. On a un foisonnement collaboratif impressionnant pour cette santé numérique. Parce que c'est l'avenir. Oui, je pense. On change totalement de modèle. Le monde change. Nous étions dans un modèle où on imaginait sur une table quelque chose qui pourrait convenir le plus possible. Mon passé mutualiste me fait dire que c'est ce qu'on faisait. Les élus réfléchissaient et on fournissait aux adhérents un service. Les compagnies d'assurance, le marketing ou le produit réfléchissaient et offraient un service. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, le consommateur, que ce soit un assuré ou un adhérent, que ce soit un patient ou pas, il a besoin de participer à la conception du service qu'il a besoin. Et donc, je crois que c'est ce qu'on fait tous à notre niveau, avec notre façon de faire. Mais on fait participer le client final, celui qui va utiliser réellement. C'est le besoin. Alors, carte blanche, vous avez une culture d'innovation qui est ancrée dans les gènes de l'entreprise. Enfin, vous l'avez intégré, ça vous caractérise, carte blanche partenaire, et vous avez lancé, ou vous allez le lancer dans très peu de temps, un agent conversationnel pour la relation patient. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Jean-François? Il est fini, il va te lancer le prochain jour. Donc on va laisser le loisir à la compagnie qui va l'ouvrir de faire l'annonce. Donc je ne la ferai pas. Mais elle va se situer quand, l'annonce?
En septembre aussi dans les minutes qui suivent ou peut-être dans les heures qui suivent, je ne sais pas. D'accord, voilà. donc mais c'est seulement sous peu. C'est seulement sous peu qu'on saura, on pourra faire l'annonce. On le tweetera. Hein On le sait peut-être maintenant sur Twitter. Voilà. Alors, en fait, on parle de chatbot. Le buzz est pas mal, hein, je pense. Le chatbot, pour nous, c'était pas une fin en soi. On ne s'est pas mis autour de la table. Et là, on a commencé avec un prestataire, avec l'équipe carte blanche, etc. Dans un modern thinking simple, on va dire. Voilà. On ne s'est pas dit on va faire un chatbot. On s'est dit on veut répondre à un besoin. Et le besoin, c'était remonter par les bénéficiaires. Je vais t'accompagner dans mon parcours de santé tout le temps, à toute heure. Je veux que ce soit personnalisé. Je veux que ce soit facile et simple. Et en bout de course, nous sommes arrivés au chatbot. Mais on est passé par plein de chemins différents. Voilà. Le chatbot s'est révélé comme étant la réponse à un besoin spécifique. À ce besoin spécifique. Et bien sûr, nous l'avons orienté sur ce que nous savons faire. Nous sommes spécialisés dans la santé visuelle, la santé auditive, la santé bucco-dentaire. On est un petit peu, je pense, connu pour la fonction réseau. Mais le réseau ne devient qu'un maillon de la chaîne dans le parcours de santé, et c'est le chatbot qui va gérer le parcours de santé. Donc nous démarrons par un chatbot sur le parcours de santé visuel, qui commence la prise de rendez-vous ophtalmo jusqu'à l'essayage de lunettes, le conseil pour acheter des lunettes, bien sûr le choix de l'opticien par rapport à son besoin spécifique, et ensuite comment est-ce qu'on entretient ces lunettes et comment on le renouvelle ou pas. Première étape, premier démarrage, on n'est pas dans la personnalisation, on est dans une logique de questions-réponses. On l'a rodé avec 5000 échanges avec des clients, l'équipe informatique, les collaborateurs. Voilà, on l'a fait. Et l'étape d'après, donc l'année prochaine, ça sera la personnalisation. Alors bien sûr, je vous passe le RGPD, etc. Bien sûr, compatible. Voilà. Mais personnalisation. Et quand tout sera rodé sur le parcours visuel, on ira sur le parcours auditif, le parcours bucco-dentaire. Donc là, on est vraiment dans le concret de la santé numérique, après Medadom, après Carte Blanche partenaire et son agent conversationnel. J'aimerais que vous reveniez, Isabelle, sur Vivoptime, qui était lancé en 2015 2014 Oui, 2015 en live 2015. Qui est là aussi une dimension concrète en fait de l'apport du digital dans le parcours de santé. Est-ce qu'effectivement vous avez quelques petits résultats concrets? On est un petit peu en retard, mais quelques petits résultats concrets et puis une projection sur l'avenir de Vivoptime? Vivoptime, c'est un peu notre start-up à nous. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans notre secteur, il y a à la fois des grands regroupements, genre Big is Beautiful, et une certaine fascination pour les start-up, Small is Beautiful. Donc, c'est intéressant de voir cette structuration-là. Donc, pour nous, Vivoptime, c'est une petite start-up à l'intérieur d'une très très grande entreprise qui a commencé un peu comme une start-up sur 2 départements. À l'époque, c'était avant les nouvelles régions, donc Midi-Py et Bourgogne. Et puis, on l'a étendu avec les nouvelles régions à 4 départements. Et à partir de la semaine prochaine, on va le généraliser sur le portefeuille MGN à l'ensemble de la France en inclusion, ce qui, comme d'autres dispositifs qu'on a pu mettre en place, permet un financement à un coût modéré puisque déployé sur tout de suite 4 millions de personnes et non pas uniquement en buy-up et donc avec la nécessité de faire financer plus. Donc là, France entière, et puis après, dans le cadre du groupe, on réfléchira s'il y a des appétences pour ce type de dispositif, soit liés à des contrats collectifs ou dans d'autres structures mutuelles du groupe Vive. Et on va d'ailleurs aussi le lancer en mode extra-territorial, puisqu'en Belgique, avec une mutuelle partenaire francophone. Sur l'expérimentation, donc sur les 4 régions, sur les 2 régions, 4 départements, c'était 8500 personnes. Il y avait 3 types de risques, du plus faible, moyen, important. C'est sans doute intéressant de voir qu'il y avait presque personne au milieu. L'essentiel des 8500 était soit vraiment en plutôt bonne santé, soit avait vraiment une pathologie sérieuse. Les gens du milieu, beaucoup moins. On a fait à la fois une enquête de satisfaction pour voir si les gens qui étaient partie prenante du dispositif, les 8500, ils étaient satisfaits. Donc là, à la fois satisfaits et avaient considéré que c'était utile à plus de 85%. Mais surtout, je pense que c'était important pour nous, c'était de faire un bilan clinique. Est-ce que ce dispositif, il faisait, alors sur nos facteurs, baisser le poids? Donc baisser le poids, oui. En moyenne, sur les gens qui avaient participé, 1,4 kg. Est-ce qu'il faisait baisser sur 2 ans? D'accord. Est-ce qu'il faisait baisser le taux de cholestérol? Oui. Et donc ensuite, on a essayé de commencer à modéliser si ça permettrait d'éviter des événements cardiovasculaires et d'éviter des AVC. Donc c'est sur cette base-là de cette étude médico-éco que maintenant on a décidé la généralisation. On refera une étude globale de l'impact sur la totalité des 4 millions d'adhérents.
D'accord. Donc l'horizon, c'est généralisation du dispositif. C'est d'abord sur le personnel de fonction publique d'État de la MGEN, la petite partie en Belgique et potentiellement ailleurs sur d'autres publics. Sur d'autres publics. Alors on voit qu'on est en plein foisonnement technologique. Chaque jour, une start-up sort une innovation. Presque chaque semaine, un assureur, enfin toutes les familles d'assureurs réunis sortent une nouvelle application, un nouveau chatbot, une nouvelle offre. On est dans un tourbillon de transformation. On a même parfois peut-être un peu le sentiment que cela part un peu dans tous les sens, sans avoir de véritable direction. Je voudrais avoir votre avis sur ce foisonnement technologique. Est-ce que c'est logique, somme toute, d'avoir ce foisonnement technologique et pas forcément de voir où ce foisonnement va nous mener? Jean-François, vous avez une réaction à chaud là-dessus? Oui. Il y a sûrement trop et sûrement de tout. Vous disiez qu'il y a 2 ans, on a fait une battle start-up. Il y a 1 an, on a fait ce qu'on appelle un pipotron. Un pipotron. Voilà. Pipoton. Pipotron, c'est-à-dire... Pipotron. Voilà. Il y a des effets pipeaux, des choses qui ne marchent pas, donc c'était un jeu de sketch avec des acteurs. Mais effectivement, il y a sur le marché de tout, et il y a encore trop, malheureusement, de start-up qui n'ont que le nom, parce que c'est souvent juste un monsieur ou deux qui viennent là avec une idée et qui n'ont rien de structuré. Et qui croient, alors qui n'est pas du tout ce cas-là, parce que quelque chose qui marche, etc. Qui fonctionne. Mais qui sont plutôt dans des concepts, et des concepts qui ne sont pas économiquement viables. Je pense qu'Isabelle doit le subir comme nous, la start-up qui arrive et qui nous dit, voilà, j'ai la superbe idée, peu importe laquelle, et puis en fait, c'est pas cher, c'est 10 € par mois pour un bénéficiaire. On leur rappellera que un réseau, par exemple, ça coûte 2,50 €, 3 € par an, quoi, par bénéficiaire. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Quelques exotismes dans les propositions de certaines startups. Mais en même temps, ça commence à se réguler. Et je pense aussi que pas mal de consultants, de sociétés se sont organisés là-dessus et apportent ces conseils à ces startups qui évitent d'avoir ces jeux trop tout qui sont capables de tout inventer, mais des choses qui ne sont pas réalistes. Et ça commence à se recentrer. Du reste, on voit aussi que l'investissement externe commence à arriver. C'est plus uniquement les banques qui vont financer ou la famille, mais c'est aussi des investisseurs institutionnels qui investissent dans les startups. Et là, on devient dans un mode plus sérieux, organisé, avec des produits qui vont vraiment rendre service à nous aussi, qui sommes parmi les acheteurs, les complémentaires, les réseaux, les boîtes de services, à savoir réguler ce marché-là. Constance, votre avis sur le sujet? Oui, nous on regarde tout. Il y a un foisonnement, mais on regarde tout. Je pense que c'est important quand même. Avec chez nous un enjeu qui est quand même important aussi, c'est comment rendre sûr, comment maintenir la sécurité pour le patient et pour le soignant, comment lui permettre de continuer à exercer avec cette e-santé, parce que c'est d'autres types de garanties, c'est d'autres types de risques aussi. Donc ça, c'est aussi notre enjeu, et c'est aussi la raison pour laquelle on regarde tout. Avec la télémédecine notamment, qu'on assure en inclusion, mais on l'avait anticipé. C'est ça qui est important. Isabelle, la conclusion sur ce plateau, sur ces enjeux de santé numérique, l'apport des startups, l'apport de l'interne, la vision des élus, des sociétaires, des collaborateurs, tout ce foisonnement technologique. Il faut faire une grande synthèse. Une petite, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Non, je pense qu'on vit à un moment où il se passe plein de choses dans notre secteur, c'est hyper exaltant. Plein de choses dans, encore une fois, des rapprochements, l'émergence de nouvelles technologies. On vivra peut-être pas ça, enfin j'en sais rien, mais en même temps, mais je pense pas qu'on vivra ça 10 fois dans une carrière. Donc voilà, c'est un moment unique, il y a plein de choses qui apparaissent qu'on ne sait pas forcément contrôler, mais je pense que ça donnera à notre secteur un visage complètement différent et ça va aller très vite. D'ici 1 an ou 2, notre secteur sera complètement recomposé et dans ses outils et dans ses organisations. Donc une vraie accélération, une année zéro quasiment, mais une vraie accélération qui va venir et qui va transformer notre secteur. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce plateau. Vous pouvez rester en ligne car nous allons poursuivre notre émission et un nouveau débat thématique sur les nouveaux enjeux d'une relation client, moteur du chiffre d'affaires du futur. Avant de nous quitter, nous vous proposons pour terminer ce débat, et je pense que ça vaut le coup d'être écouté, une interview de Cédric Villani, le mathématicien de renom et député de La République En Marche, qui est revenu à l'occasion de la remise des prix d'innovation mutuelle lors du congrès de Montpellier de la Mutualité Française la semaine dernière. Il évoque dans cet entretien la santé qui bénéficie des avancées dans 2 grands domaines de recherche, l'informatique
et la biologie. Écoutons-le. Je suis Cédric Villani et très heureux d'être avec vous, au moins par l'image et le son, pour l'introduction de ce prix de l'innovation mutuelle 2018. Parmi tous les sujets que l'innovation est en train d'essayer de faire avancer de façon importante, la santé tient une place de choix. C'est un sujet qui bénéficie directement des avancées des deux sciences qui, depuis quelques années, vont le plus vite dans leur développement, l'informatique et la biologie. Et avec les avancées dans la compréhension des mécanismes profonds de notre biologie, couplées au traitement de l'information et l'algorithmique, on a des avancées, des outils dont on pense qu'ils ont une puissance extraordinaire. Et on peut même dire que ça a particulièrement du sens dans un cadre mutualiste parce que l'intelligence artificielle, c'est sous le signe du partage. Partage des données et des pratiques des uns avec les autres, et surtout les données dans un contexte où très souvent ce sont elles qui contiennent les informations cachées que l'on veut mettre en avant, mais aussi parce qu'il s'agit de partager les fruits, les bénéfices de ces technologies. Toute technologie, si on y prend garde, peut venir avec un accroissement des inégalités, parce que ce sont les plus informés ou les plus riches qui bénéficient de ces nouvelles technologies ou parce qu'ils peuvent en accompagner le développement. Mais si on prend garde dès le début que ce soit partagé, alors on fait œuvre de progrès. On permet d'éviter que les fractures s'accentuent. On met véritablement la technologie au service de l'humanité. Et c'est bien de ça qu'il va être question aujourd'hui.